Soyez les bienvenus et bienvenue à notre émission Érable en bref. Aujourd'hui, nous nous occuperons du projet de neigement artificiel de Monapic à Saint-Pierre-Baptiste, ainsi que la cuisine collective dans le presbytère de Saint-Ferdinand. La station de ski Monapic a été fondée en 1960. Elle a servi de point de départ pour l'apprentissage de ski et des autres sports de glisse de plusieurs générations de résidents de la région de l'Érable. Mais année après année, la saison d'hiver devient plus courte et la neige met point final à la saison de sport d'hiver. C'est pour cela que la station a envisagé d'avoir des canons pour produire de la neige artificielle dans ses pistes et endroits pour les enfants. Pour pouvoir profiter un maximum de l'hiver, la population s'est engagée dans un collecte de fonds dans la communauté. Par la suite, la MRC de l'Érable et des autres organismes et programmes gouvernementaux ont financé le projet de neigement partiel du Monapic. Nous nous sommes déplacés au centre de sport d'hiver pour parler avec son directeur général, M. Samuel Vradet. Il nous a expliqué la dimension d'infrastructure nécessaire pour le projet ainsi que le moment où les œuvres de construction commenceront. En raison des changements climatiques, les saisons d'hiver deviennent parfois plus courtes dans la MRC de l'Érable, ce qui pousse la station de ski Monapic à lancer un projet de neigement artificiel. Le directeur du centre de ski, Samuel Vradet, reconnaît que les journées de travail sont de moins en moins nombreuses au fil des années. On a besoin de neige artificielle parce que notre nombre de jours ouvrables diminue. On a fait des petites évaluations. Là. On a pris des moyennes de jours ouvrables. Si on prend une moyenne sur 10 ans, 5 ans, 2 ans, on constate vraiment que le nombre de jours ouvrables diminue. Donc, sur 10 ans, je pense que la moyenne était de 32 jours ouvrables si on prend les 10 dernières années. Et si on prend les 2 dernières années, on est à 26 jours ouvrables. Donc, on voit vraiment qu'il y a une tendance à la baisse. Donc, nous, c'est vraiment important. On est une station de ski. Donc, on veut vraiment sécuriser notre produit premier, finalement, notre saison de ski. Là. Donc, pour ce faire, mais évidemment, on pense que l'enneigement artificiel, c'est notre solution. Pour la production de la neige artificielle, le Monapic aura besoin de canons à neige et d'une ressource limitée comme l'eau. Donc, pour produire de la neige, évidemment, ça prend des canons, ça prend un réseau de tuyauterie pour emmener l'eau. Et ça prend, notre principal enjeu, là, c'est l'eau, parce que ça prend une bonne quantité d'eau pour chacun des canons. Donc, c'est à peu près ça. C'est quand même un système qui est assez simple. Là. Ça prend de l'eau, un système de pompage pour pomper l'eau dans un réseau de tuyauterie, finalement, qui amène l'eau au canon. Puis ensuite de ça, qui est propulsé dans les airs là, pour produire de la neige. Donc, c'est assez simple comme système. Mais je dirais que notre principal enjeu, là, c'est vraiment l'eau. Devant les besoins d'une grande quantité d'eau, différentes idées ont émergé comme la création d'un lac artificiel. C'est dans les options qu'on regarde présentement. Donc, pour avoir suffisamment d'eau, ça va prendre une bonne source. Donc là, on est en train de regarder, d'évaluer c'est quoi nos options. On a des rivières qui sont proches. Ça va certainement prendre aussi un lac, un bassin de rétention sur le terrain du Monapic. Donc, c'est toutes des options présentement qu'on est en train d'évaluer. Selon les prévisions de la direction du Monapic, le neigement artificiel rendrait plutôt les dates d'ouverture au public, doublant finalement les jours avec neige dans les centres de ski. Selon notre évaluation, présentement, on est ouvert, comme je disais, entre 25 et 30 jours ouvrables. Et ça nous permettrait de quasiment doubler. On se rendrait à minimum 50 jours ouvrables seulement en ouvrant là, pour la période des fêtes. Donc, pour nous, c'est vraiment considérable, c'est important. Et ça nous permettrait aussi de recevoir plus de groupes scolaires. Donc, dans le ski, il y a 2 périodes importantes. La période des fêtes, la semaine de relâche. Nous, ça fait des années, des saisons qu'on n'a pas la période des fêtes. Mais avec l'enneigement artificiel, on aurait ça nous permettrait de sécuriser cette période-là.
L'infrastructure qui permettra l'enneigement artificiel d'une partie des pistes de ski et de secteurs de loisirs pour les enfants impliquera un investissement de plusieurs centaines de milliards de dollars. Nous, pour le projet, on a rencontré, je dirais, les deux grands fournisseurs d'enneigement au Québec. On a fait faire des soumissions. On a évalué un petit peu les prix. C'est un projet qui jouerait dans les alentours de 1,5 million pour un enneigement qui est total. Nous, c'est pas nécessairement ce qu'on vise. On vise vraiment un enneigement qui est partiel. Donc, en priorisant vraiment nos écoles, notre pente-école, nos glissades sur tube, quelques pistes. Mais même un enneigement partiel, là, c'est sûr que ça va être entre 600 et 700 000 qu'on évalue présentement. Le projet a obtenu le financement de la MRC de l'Érable à travers des maires MRS de ces municipalités, divers programmes gouvernementaux en place, ainsi que la contribution de la communauté et des entreprises de la région. Donc nous, le projet devient concret parce que, évidemment, au niveau financier, ça se concrétise. On a eu de la MRC de l'Érable un premier financement qui a été confirmé de 250 000 ça provient du Fonds Région et Ruralité, du projet Signature Innovation. Toutes les MRC ont eu une enveloppe budgétaire pour ces projets-là. Et ici, dans l'Érable, les décideurs ont décidé d'investir ces sommes-là dans leurs infra qui sont déjà en place, dans les supralocaux dont le Mont-Apic fait partie. Donc, on a eu un premier 250 000 qui a été confirmé avec ce fonds-là. Évidemment, pour nous, on devait aller chercher d'autres sources de financement. Donc, on a lancé une campagne de sociofinancement avec La Ruche. Et quand tu classais ton projet avec La Ruche, quand tu classais ton projet pour les 15-29 ans, quand tu remplissais les critères du projet, ils appellent ça le fonds 1001, mais eux, ils doublaient le montant jusqu'à concurrence de 100 000 $. Donc, nous, on a lancé une levée de fonds. On a sollicité tous nos partenaires pour aller chercher 100 000 $ dans notre communauté. Et quand on atteint finalement le 100 000, qu'on a atteint dernièrement justement, ben eux, ils investissent un autre 100 000, ce qui va nous mettre là, au minimum à 450 000 là, de subventions pour le projet enneigement. Selon le directeur général de Mont-Apic, le centre de ski produit un impact positif tant au niveau économique que social, permettant aux enfants de s'initier dans le ski et les sports de glisse. Mais l'impact est très important et je dois dire que moi, en tant que directeur général, ce qui m'impressionne le plus, c'est vraiment comment la communauté tient au Mont-Apic. On est quand même bien implanté là, ici dans la MRC de l'Érable depuis les années 1960 et le monde tient énormément au Mont-Apic. On est la seule montagne de ski dans la MRC de l'Érable et on le sera toujours. Donc, je pense que le monde sont bien conscients de ça, que les jeunes, tout le monde sont initiés au ski. Les jeunes et moins jeunes là, peuvent pratiquer leur sport, les sports de glisse, le ski, la planche à neige, les glissades sur tube grâce au Mont-Apic, surtout dans l'Érable. Donc, je pense que le monde sont très conscients de ça. Et ça paraît aussi quand on fait des projets. Le monde nous supporte toujours, tiennent à la montagne. Donc, il y a un impact quand même très important parce que sans le Mont-Apic, finalement, il y a beaucoup de jeunes qui ne seraient jamais initiés, qui connaîtraient peut-être pas les sports de glisse, finalement. Donc, je pense que les gens sont bien au courant de ça. Les œuvres commenceront pendant l'été 2023 pour une première phase, avec la commande des premiers équipements. Le projet devient concret parce qu'on a le financement. Et là, on doit, il y a une première phase qui devrait commencer, la construction devrait commencer dès cet été, dès l'été 2023. Donc, il y a une première phase qui va s'effectuer là. On doit évidemment commander les équipements parce qu'il y a des délais quand même importants pour les équipements. On a un prochain conseil d'administration là, qui est prévu à la fin mars. Donc, c'est là que les décisions vont se prendre. Mais c'est vraiment prévu pour une première phase là, à l'été 2023. Le Mont-Apic offre des services divers variés, mais maintenant, les administrateurs travaillent sur un projet de vélo de montagne pour que la population puisse aussi utiliser l'endroit pendant l'été. Ouais, donc, au Mont-Apic, ce qu'on offre, l'ensemble de nos services, évidemment, on est un centre de ski prioritairement. On a 14 pistes, incluant les sous-bois.
On a 2 remontées mécaniques de style T-bar. On a également une pente-école avec un tapis magique, vraiment pour le volet initiation. Et on a de la glissade sur tube. On a 4 glissades sur tube, incluant une remontée mécanique aussi. On a 2 parcs à neige. On est une petite montagne, mais on se démarque surtout pour nos parcs à neige. Donc, on a 2 parcs à neige, un plus expérimenté, l'autre plus débutant. On a même une remontée mécanique dans l'un des parcs à neige qui est nouveau depuis cette année. On a également de l'éclairage, donc c'est possible de pratiquer le ski de soirée depuis 2 ans. Autant la glissade sur tube que on a la moitié des pistes maintenant qui sont éclairées. Donc, ça regroupe un peu l'ensemble de nos services. Et on est aussi, il faut le mentionner, mais on est aussi sur un projet de développement de vélos de montagne. Donc, présentement, on est en développement de ce côté-là. On est une station de ski, mais on vise à être ouvert vraiment plus à l'année. Donc, on a un projet aussi d'été avec le vélo de montagne. Comparativement, le projet de Enechmont est un des plus importants de l'histoire de Monapic en termes d'investissement et d'impact social. Oui, c'est sûr que pour nous, c'est un projet d'envergure. C'est un projet peut-être le plus gros du Mont-Apic, mais c'est dur à évaluer parce qu'il y a beaucoup de projets qui ont eu lieu dans le passé, que si ça n'avait pas eu lieu, peut-être que le Mont-Apic ne serait pas encore actif. Donc, c'est certainement un des plus gros, sinon le plus gros. Mais oui, ça va contribuer encore à sa survie là, encore pendant plusieurs années, on l'espère. Ben, il y a eu plusieurs projets. Il y a eu les installations des remontées mécaniques, il y a eu la construction du nouveau chalet, construction, rénovation du chalet présentement. Je pense que les dernières rénovations étaient en 2010, qui étaient quand même très majeures aussi. La force d'éclairage, c'est tous des projets, je pense, importants et nécessaires à la pérennité du Mont-Apic, là, mais c'est certainement un des plus gros, ça c'est certain. De cette manière, la communauté s'implique dans la collecte de fonds pour les projets d'enneigement artificiel du Mont-Apic. La MRC de l'Érable et des autres organisations ont aussi appuyé financièrement l'initiative. Les travaux de développement de l'infrastructure de neige artificielle commenceront cet été 2023, en même temps que quelques 5 km d'un sentier de vélos de montagne estival deviendront accessibles à la population pour la première fois. Pour la TVC, Sylvana Suarez. Après les activités en plein air, nous nous concentrons maintenant dans une activité intérieure comme la cuisine. Depuis quelques semaines, un groupe de personnes s'est réuni dans le presbytère de Saint-Ferdinand pour faire la cuisine. L'objectif est de briser l'isolement et partager un temps avec des autres personnes. À la fin de l'activité, les participants profitent pour dîner ensemble sur place et amener des portions à la maison. Cette activité est rendue possible grâce à l'appui des Chevaliers de Colombe et de la municipalité de Saint-Ferdinand. Nous sommes au presbytère de Saint-Ferdinand pour l'activité de cuisine collective. Il s'agit d'un projet pilote pour briser l'isolement et appuyer la socialisation. Nous allons parler avec l'initiatrice de l'activité, Madame Lucille Boulanger-Nicole, les autres participants, un représentant des Chevaliers de Colombe, qui est le partenaire de l'activité, et des représentants de la municipalité de Saint-Ferdinand qui cèdent les installations. C'est moi, en tout cas, qui avais proposé le projet, parce que maintenant, je suis seule, puis je trouvais que c'était difficile de cuisiner chez moi toute seule. Puis pour pouvoir faire des plus grosses recettes, j'avais décidé de proposer ce projet-là de cuisine collective. C'est des gens qui se réunissent pour préparer des recettes. On part avec chacun ce qu'on a fait là, comme recette. On part chacun avec notre partie qu'on veut ramener chez nous. Mais l'objectif, c'était de briser l'isolement, dans le fond, hein, parce que quand on est seul, on vit de l'isolement. C'était aussi que ça coûte moins cher, moins de gaspillage aussi. C'était surtout ça, là, le plaisir aussi de cuisiner ensemble. C'est le fun de se cuisiner
tout ensemble. Avant, je vivais avec mon mari, puis j'ai eu des enfants qui sont partis maintenant, qui sont rendus grands. Mais c'est ça, là, en me retrouvant seule, je trouvais difficile de me faire à manger. J'étais rendue, j'en faisais presque plus, parce que ça me tentait pas. Fait que de fait de faire des cuisines collectives avec les autres, ça m'a redonné le goût de cuisiner. Bien, à chaque semaine, on décide ce qu'on veut faire pour la semaine suivante. On détermine ce qu'on a acheté pour faire la recette qu'on a décidé de faire. Puis, on se partage les achats, là. Souvent, si une personne va à l'extérieur ou on rencontre un endroit où les coûts sont moindres, on va aller chercher ça là. On privilégie le village, par exemple, l'épicerie du village, le marché tradition ici. Mais autrement, bien, si on le trouve ailleurs, bien, on va le chercher. Fait qu'on on distribue les tâches vraiment, là. Bien, souvent, c'est des recettes qui viennent de nos mères ou de nos grands-mères. Ou c'est des gens là, qui en trouvent sur Internet. Ou on fait une recherche pour trouver la recette si on n'en a pas qui nous venait d'avant. Là. Mais on a des livres de recettes plus vieux, qu'on peut se servir aussi. Quand on a proposé le projet, la municipalité voulait qu'il y ait un organisme qui chapeaute le groupe pour toutes les assurances, pour aussi l'aide pour nous procurer tout ce que ça prenait. Ici, il n'y avait rien là, dans la cuisine. C'était tout... il restait le frigidaire. Il n'y avait pas d'autre chose. Les Chevaliers Colons nous ont aidés avec ORAP et à Plessisville pour tout remeubler, garnir les armoires, garnir tout ce qu'on avait, tout ce qu'on a besoin pour travailler. Puis les Chevaliers de Colomb vont nous aider aussi au niveau subvention. Ben, au début, c'est ça, les Chevaliers de Colomb nous ont aidés, nous ont donné un certain montant d'argent pour partir, mais on serait supposé de s'autosuffire. Là. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on a acheté, on calcule le nombre de portions que ça donne pour notre recette, puis on se redivise les coûts. Là. Dans le petit journal, là, le Ferdinois, l'annonce est là, tout le temps. Mon nom avec mon numéro de téléphone sont là. Mon adresse Internet, je pense. En tout cas, je suis pas sûre. Puis la personne a juste à donner son nom. Si on avait à faire un autre groupe, bien, on va voir. Comme c'est là, le groupe, il est fixe, là. C'est ces gens-là. S'il y en a d'autres qui donnent leur nom, on va voir s'il y a assez... pour qu'il y ait au moins 5 personnes là, avec moi. Puis dans le presbytère ici, il n'y avait rien. Même pas un couteau, pas un verre, rien. Alors, les Chevaliers ont parrainé toute l'activité. Ils ont été acheter un poêle, ils ont été chercher les chaudrons, les assiettes, les couteaux, tout ça, et ils ont mis une subvention de 300 $ au départ pour partir le projet. Par la suite, on a eu la chance d'avoir une subvention du gouvernement par les CIUS qui nous permet de pouvoir aller plus loin avec la cuisine collective. Le but de la cuisine collective, l'idée de Lucille, c'était de sortir les gens de l'isolement. C'est-à-dire les gens qui sont seuls puis qui se font pas vraiment manger. Nous, les Chevaliers, la partie cuisine collective, ça va être c'est des bénévoles qui vont préparer des mets pour donner dans les familles démunies du village, ceux qui ont des besoins. Alors, on est soutenu par un organisme que tout le monde connaît, ORAP, qui est un organisme qui nous a aidé beaucoup dans la cuisine collective, qui nourrit environ entre 25 et 35 personnes de notre village depuis plus de 10 ans. Nous, ça fait 6 ans qu'on travaille avec cet organisme-là pour soutenir les familles dans le besoin. Alors, l'idée de la cuisine collective, c'est de sortir des gens de l'isolement puis aider des familles dans le besoin. C'était ça. Les Chevaliers de Colomb, dans le petit village ici, sont très, très, très impliqués dans tout ce qui est communautaire. Le triathlon, le biathlon, les fêtes du lac, tout ça. Chercher une activité communautaire, les Chevaliers sont toujours présents. Alors, c'est une petite fraternité super sympathique d'une 20-25 personnes de bénévoles qui sont toujours là. Alors, ça a certaines valeurs chrétiennes au niveau mondial. Nous, ça a une grosse valeur communautaire parce qu'il y a beaucoup d'inclusivité. On a des gens qui ont un certain handicap. On a des immigrants, un Mexicain qui va rentrer avec nous autres, un Français de France qui s'en va avec nous autres. Alors, pour un petit village, on se démarque un peu sur les autres Chevaliers de Colomb. Quand Lucille et moi, on avait regardé ça, on s'est dit, tu vas travailler avec ton groupe de 6. Disons que ça va être des groupes de 6 pour pas être trop de monde c'est une petite cuisine. Alors, tout le monde choisit 2 repas qu'on va mettre ensemble, puis durant le temps de l'activité, tes 2 repas, les tiens, les miens, les siens, vont faire partie des recettes. Une semaine, ça va être la tienne, l'autre semaine, ça va être l'autre, tout ça. Les gens vont choisir ensemble ces recettes-là, puis ils vont définir dans le temps quand est-ce qu'ils le font. Mais généralement, pour ce qui est des cuisines, dans ce qu'on veut donner aux familles démunies, ça va être des choses qui sont plus
traditionnels, on pourrait dire. Une lasagne, les ragoûts de boulettes, des pâtés chinois ou des trucs comme celle-là. Le groupe de 6 va choisir ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent bien manger, parce qu'à toutes les fois qu'on va faire une recette, on va dîner ensemble. Alors, ce qu'on va faire pour la recette qu'on emmène, on va y goûter. Alors, si on s'empoisonne, mais le reste de la population sera correct. Là. Les choix vont se faire par groupe. C'est tous des groupes de 6. Là, actuellement, on a un deuxième qui commence, celui des gars, mais on commence à avoir, après seulement un mois d'activité, on commence à avoir bien du monde qui veut participer à la cuisine collective. On veut, c'est que la population puisse avoir des activités ensemble. Et la cuisine collective, lorsque Mme Lucille Nicole est arrivée, pour me présenter le projet, je trouvais que c'était une excellente idée. Par contre, il fallait avoir l'assentiment de l'ensemble de la population, des organismes, et c'est pour ça que Mme Nicole a présenté son projet au conseil municipal. Et le conseil municipal a trouvé que c'était une bonne idée et a soutenu Mme Nicole dans son projet. Et puis Mme Nicole est allée aussi voir auprès des organismes comme la FADOC, comme les fermières, ainsi que les Chevaliers de Colomb, pour voir s'ils pouvaient être appuyés dans son projet par ces organismes-là. Et la réponse a été positive. À ce moment-là, la municipalité a aussi embarqué, puisque le presbytère était disponible et que la cuisine pouvait servir à faire des cuisines collectives. Mais il faut dire que c'est un projet pilote au départ. Effectivement, les gens se rassemblent ensemble, ils sont contentes, parce que là, c'est des dames. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que c'est la cuisine d'autrefois qui a été mise un peu de côté. OK? On vit dans un monde qui est ultra rapide. Il y a beaucoup de prêt à manger, de fast-food et tout ça. Et là, c'est des recettes d'antan, des pâtés, des ragoûts, des choses comme ça, des choses qu'on voit moins. OK? Fait que c'est vraiment plaisant. Et les gens, en plus de cuisiner ces comfort food-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est également, ils dînent ensemble le midi, ils partagent le repas et ils ramènent le repas chez eux. Ils amènent des portions. Fait qu'ils peuvent le faire goûter aux gens qui sont dans leur famille et tout ça. Fait que c'est vraiment, vraiment plaisant. Pâté des chalets. J'ai fait saisir ma viande. On a mis des oignons. Et puis après ça, on a coupé des carottes en rondelles. Et puis des patates en rondelles. Puis sur notre viande, on a mis 2 cannes de sauce. Puis après ça, on a mis nos carottes. Puis après ça, on a mis nos patates. Puis on a mis de la soupe aux tomates dessus. Par-dessus, puis on a mis ça au fourneau. Puis ça prend au moins 1 heure et demie à cuire, là. Tantôt, c'était prêt, là. C'est cuit, là. C'est un bon pâté des chalets. C'est du bœuf haché avec des oignons, dans le fond. Lucille, elle a rajouté de la sauce, mais je me souviens pas c'est quelle sorte de sauce qu'elle a pris. Puis après, tu mets des rangées de carottes, puis une rangée de patates crues. C'est du feu cru, là. Après ça, tu mets la soupe aux tomates par-dessus. À midi, on va dîner avec ça. Puis le restant, on va le partager, puis on va s'amener chacun chez soi, là, des petites portions. Là. Une salade avec salade romaine. Ah, OK. Avec, on ne les voit pas ici, là, mais il y a des oignons, il y a des échalotes, et puis des petites tomates. C'est tout simplement ça. On va assaisonner ça avec sel et poivre. Et puis, on a des vinaigrettes. On a des vinaigrettes qu'on va prendre à notre choix. C'est ça. Ça va accompagner le pâté chalet. Mettons que si j'amène une recette, je participe, là, j'explique c'est quoi. Puis, on dit à Lucille, celle qui est responsable. Puis là, on arrive avec notre recette, puis on commence à préparer ça. Puis là, les autres nous aident. Là, puis, comme à matin, on a fait de la soupe aux légumes. Fait que chacun participait pour les légumes, couper les légumes, tout ça. Là. Ça fait que... Je trouvais que l'idée était très, très bonne. Ça fait pas d'hier, ça fait 2-3 ans qu'on voulait le faire. On savait pas comment s'y prendre, etc. Madame Nicole m'a approché, puis j'en ai parlé avec le conseil municipal. Luc, les Chevaliers de Colomb sont entrés dans la danse, fait qu'ils leur ont donné un peu de sous. Les services sociaux, le CIUS, sont également dans le coup pour une partie de financement. Fait qu'ils ont beaucoup de plaisir à
à 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine à cuisiner. Et ça va prendre de l'ampleur. C'est peu qu'on ait 2 avant-midi ou 3 avant-midi ou des après-midi. Là, on va peut-être avoir beaucoup plus de participants pour ce genre d'activité-là. C'est pas nécessairement pour venir en aide, c'est pas pour des gens nécessairement dans le besoin, mais ça permet finalement de faire des économies d'échelle parce qu'on cuisine, on achète plein de trucs en gros. Fait que on se partage les coûts des plats qu'on va ramener à la maison. Ben, c'est une belle activité. Ça permet à des gens, de se rencontrer, de fraterniser d'abord et avant tout. Puis en même temps, ben, ça permet d'avoir, quand tu es seul à la maison, tu es juste 2, ben, ça te permet d'avoir des plats de santé pour le reste pour la semaine. T'sais. Fait que tu n'as pas besoin de courir des épiceries à gauche, à droite. Tout le monde met la main à la pâte pour créer des plats de façon collective. Comme nous avons pu l'observer, l'activité de cuisine collective ici à Saint-Ferdinand ressemble à un groupe de personnes pour partager un dîner fait de leurs propres mains. Cette initiative, qui a débuté il y a environ 1 mois, vise à attirer plus de personnes dans le but de créer des espaces de partage pour ceux qui mangent seuls à la maison ou qui cherchent tout simplement un espace pour interagir avec des autres personnes de la communauté. Pour la TVCE, Sylvana Suarez. Vous avez entendu tous les détails sur le projet d'enneigement artificiel de Monapic et sur la cuisine collective dans le presbytère de Saint-Ferdinand. Si jamais vous êtes intéressé à faire partie de la cuisine collective de Saint-Ferdinand, vous pouvez contacter à la initiatrice du projet, Madame Lucille Boulanger-Nicole, au 418 428 9128, ou sinon le courriel qui apparaît dans l'écran. Maintenant, nous arrivons à la fin de la mission. Si vous voulez regarder nos émissions de l'érable en bref et l'érable approfondi après la diffusion en ondes, vous pouvez les retrouver sur notre site internet www.tvce.org. Pour l'instant, nous vous souhaitons une excellente semaine. À la prochaine!